Entretien exceptionnel et exclusif pour i24 News, pour le magazine Défense. Nous sommes ici dans nos locaux d'i24 News. Vous le voyez, ils sont de dos, ils n'ont pas le droit de montrer leur visage. Ce sont des businessmen. Ils sont dans le monde de la high-tech, également dans le monde de la sécurité. Avec nous, nous avons deux officiers, deux commandants, Y et G. D'abord, première question à vous, Y, concernant le monde de... Vous êtes spécialiste de l'influence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le monde de l'influence avant le 6 octobre et après le 7 octobre? Tout d'abord, en tant que spécialiste de l'influence, et je parle de sujets en dehors des événements du 7 octobre, il faut que je comprenne quel est le public à influencer et quels sont les objectifs que je désire atteindre via ces stratégies d'influence. Toute l'idée, c'est de mettre en œuvre auprès de la partie adverse une influence sans qu'elle en soit consciente et agir en toute légalité, sans piratage, sans rien d'illégal. Nous gérons ce qu'on nomme des campagnes spéciales dont l'objectif est en fait d'aider. Si nous parlons du monde des affaires, c'est une chose. Et si nous parlons du monde militaire, tous ces stratagèmes ont pour objectif de servir d'appui au combat. Alors, comment on mixe le monde de la sécurité et le monde de l'expérience privée? En tant qu'Israélien qui travaille dans le domaine de la sécurité, du renseignement, des investigations, de l'influence sur des publics particuliers, des stratégies, en raison de la réalité dans laquelle nous vivons, nous nous développons, nous travaillons. Et je vous le dis sans hésiter, c'est certain, nous pensons différemment, de façon originale. Et quand nous rencontrons quelque chose qui semble ne pas avoir de solution, ce qui est pour nous inacceptable, nous trouvons une solution. Nous cherchons encore et encore, jusqu'à ce que nous réussissions. Les mondes d'influence que nous développons dans le cadre national, en essayant de lutter au nom de l'État d'Israël contre le BDS, d'agir via des stratégies d'influence pour les Juifs du monde entier, des Juifs à Paris, des Juifs à Salonique, des Juifs au Canada. Nous essayons de mettre en place des stratégies d'influence via les médias de communication, les réseaux sociaux, telle ou telle activité sur le terrain. La finalité de toutes ces actions, c'est de réaliser des opérations non violentes, sans faire appel à aucune force, qui en fin de compte auront pour résultat de détourner les attaques de ceux qui les subissent, les Juifs, les Israéliens, etc. Il existe des stratagèmes d'influence qui sont des tactiques simples et classiques, où nous nous contentons de dire ceci est vrai, ceci est faux, mais il existe aussi des tactiques d'influence pour lesquelles nous identifions de ces éléments criminels qui ont des relations avec des sectes fascistes, nazis, des organisations terroristes et autres, qui, sous couvert de personnes ordinaires, agissent sur les réseaux sociaux pour créer des tensions qui dégénéreront en manifestations, violences, etc. C'est quelque chose que nous sommes capables d'identifier, de faire en sorte que toute leur crédibilité s'effondre et toutes leurs activités sur les réseaux sociaux se concluront par un échec. Mais malheureusement, nous sommes trop peu, nous avons des capacités technologiques, mais nous avons affaire à une armée gigantesque de personnes et tout ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité, mais d'attaquer Israël, d'attaquer les Juifs. Nous essayons de faire connaître la vérité, mais vous le savez bien, la vérité pour le moment n'intéresse pas grand monde. Vous êtes un spécialiste du high-tech, vous êtes dans le privé, tout va bien jusqu'au 6 octobre. Et le 6 octobre, le 7 matin, votre vie change. Racontez-moi d'abord comment ça se passe et où vous allez, qu'est-ce que vous faites? Le 7 octobre nous a tous pris par surprise. Mais nous nous sommes rapidement repris et l'intégralité du personnel de la société, qui sont des hommes du renseignement ou des gens qui ont travaillé dans des organisations de renseignement, dans telle ou telle unité de l'armée chargée de combattre, de collecter des renseignements, nous avons tous été immédiatement mobilisés. À noter qu'une partie d'entre nous s'est immédiatement mis en route et nous sommes arrivés à notre unité dans le sud avant même que l'on nous ait donné l'ordre. Alors que nous étions en route, voire arrivés, on nous a appelés en nous demandant quand nous arrivions. Et nous avons répondu, nous sommes déjà ici. En sachant très bien qu'il risque d'avoir, peut-être vous ne savez pas quand est-ce que vous reprendrez votre activité financière. Donc en fait, de ce côté-là, vous mettez votre vie personnelle, privée de côté et c'est l'État qui compte. Quand le fondateur a créé la société, ce qu'il a dit en fait, c'est que nous voulions prendre les capacités de collecte de renseignements apprises et perfectionnées dans les différentes organisations et s'en servir pour faire le bien dans le monde. Prendre des gens victimes d'injustice auxquels on porte atteinte sans raison et les aider à se tenir à leur côté contre leurs ennemis.
Cet ADN, je suis fier de dire que c'est quelque chose que l'on retrouve chez tous les employés de la société. C'est quelque chose en lequel ils croient, qui guide leurs pensées et leurs actions. Nous avons décidé de mettre tout de côté. Il y avait bien sûr des projets en cours pour lesquels nous étions obligés de voir comment on continuait. Au cours des premiers jours, nous avons contacté la majorité de nos clients. Nous leur avons expliqué la situation. La plupart d'entre eux savaient ce qui se passait et nous ont compris sans qu'il soit nécessaire de donner des explications. Y, justement, je vois que vous réagissiez justement à la question que je viens de poser à G sur le fait qu'on change complètement de costume. Votre costume, c'est lequel d'ailleurs? Parce qu'on aimerait comprendre, on aimerait que les téléspectateurs comprennent ce que vous faites au quotidien depuis le 7 octobre. Avec votre permission, j'aimerais revenir un instant sur quelque chose que j'ai dit le 7 octobre à midi à l'équipe qui travaillait avec moi dans le domaine de l'influence ou de l'information. Voici ce que je leur ai dit. Maintenant, chaque Israélien est un ambassadeur d'influence. Chaque Israélien est un ambassadeur d'information. Si nous pouvions, en appuyant sur un bouton, obtenir 100 millions de juifs israéliens, nous vaincrions. Mais ce n'est pas le cas. Ici, il ne s'agit pas d'un business, d'un client. Pour chacun de nos clients, nous voulons réussir et faire un travail exceptionnel. Grâce à Dieu, tout ce que nous avons à notre actif le prouve. Mais peu importe notre désir de réussir pour chacun de nos clients, et peu importe ce qu'ils nous payent, si vous me permettez de parler de cet aspect financier, en fin de compte, quand c'est du business, ce n'est pas notre survie qui est en jeu. Lorsque je parle ce jour-là avec des gens terrorisés qui doivent en un instant adopter un tout autre état d'esprit, qui pensent à leurs proches, ils se demandent s'ils connaissent quelqu'un à cette rave party, qui ils connaissent dans les localités limitrophes avec la bande de Gaza, qui a été kidnappée. L'État d'Israël est un petit pays, tout le monde se bat, tout le monde répond présent, tout le monde se connaît, et cette machine se met en route. Je leur ai dit quelque chose de très important. Notre succès dans les activités d'information et d'influence va sauver des Juifs du monde entier. Si nous travaillons de façon intelligente, nous allons éviter que les Juifs et les communautés juives dans le monde soient attaqués, soient lynchés. Et en même temps, face à toutes les manifestations qu'il y a en Europe, aux États-Unis, à Columbia University, on a entendu encore Intifada, Intifada. Ça, comment on combat justement? Comment le monde de la sécurité, le monde du high-tech combat ça? Donc nous, en fait, en faisant appel à nos clients qui étaient intéressés également à participer, nous avons créé un organe dont l'activité est de lutter en fait contre le BDS. Et bénévolement, pour faire le bien dans le monde, ce qui fait partie de l'ADN de la société. Encore aujourd'hui, nous nous adressons à nos clients, nos partenaires stratégiques, même à des collègues ou à d'autres sociétés qui travaillent dans notre domaine pour qu'ils se joignent à nous et pour qu'ensemble nous puissions aider l'État d'Israël dans cette chose terrible. J'aimerais, l'une de mes dernières questions, que vous puissiez répondre de manière claire. Dans la guerre, il y a des balles, il y a des obus, il y a des avions, il y a toutes sortes de champs de bataille. Mais c'est quoi la guerre des renseignements? Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs c'est quoi cette guerre des renseignements? Le renseignement, en fait, qu'est-ce que c'est? Le renseignement, du moins la façon dont nous le considérons, et pour simplifier les choses sur le terrain, c'est en fait la possibilité de prendre des décisions en nous basant sur des informations que nous possédons et anticiper les actions de l'ennemi ou ses activités actuelles. De fait, la guerre du renseignement qui s'est déroulée et se déroule actuellement et à laquelle nous avons tous participé, c'est connaître et anticiper ce que va faire l'ennemi, ou même ce qu'il est en train de faire concrètement sur le terrain, sur un terrain que nous connaissons, nous, en tant que réservistes ou en tant que soldats qui se trouvaient là-bas avant le désengagement ou par le passé. Et en fait, grâce à la collecte de renseignements sur le terrain, en comprenant et en analysant ces informations, nous avons réussi et nous réussissons dans la majorité des cas, encore actuellement, à éviter que l'on porte atteinte à des soldats, à mieux planifier et réaliser nos activités, à l'emporter sur l'ennemi et avec l'aide de Dieu, à ramener les otages sains et saufs. J'ai une question, excusez-moi, mais quand on a en face de soi un terroriste qui dit je suis rentré dans une maison, on m'a dit de la violer, de la tuer, cette femme, de repartir, et c'est comme ça que je recevais mes ordres et j'avais pour ordre aussi d'assassiner des soldats. Avec toutes les difficultés et la douleur, et croyez-moi,
il y a certaines images que je n'oublierai jamais. En fin de compte, il faut comprendre, tout comme dans le monde des affaires, que si nous sommes pris par les sentiments, nous n'atteindrons pas les objectifs désirés et nous dévierons de notre trajectoire. Le sentiment est évidemment quelque chose de nécessaire et il faut lui accorder une certaine place, mais ce qui doit vous pousser à agir, c'est la raison, la logique, le bon sens. Je peux dire en ce qui me concerne qu'à certains moments, je me suis totalement déconnecté de mes sentiments. Et j'ai agi automatiquement comme un appareil bien huilé pour comprendre la situation, trouver des solutions et savoir par exemple dans les premiers jours dans les kibbutzim où se trouvaient les terroristes, quel était leur plan, ce qu'ils ont pris, dans quel lieu ont-ils emmené les otages, en fait où se trouvaient les nôtres. Et malgré notre désir et notre douleur d'éliminer le terroriste abject qui a perpétré des actes, qui en a été le témoin sans rentrer ici dans des descriptions graphiques, qui a fait des choses horribles, s'il est actuellement dans l'incapacité de nous donner à nous, à notre État, à notre armée des renseignements ou nous expliquer ce qui se passe, et peu importe s'il ne peut pas le faire concrètement ou s'il ne le fera pas, c'est nous les perdants, nous ratons quelque chose. Et c'est important aussi de vous donner la parole, Y, parce que vous êtes un de ceux qui a collecté plus de 16 000 heures de vidéos de tout ce qui a été filmé par les terroristes. On se sent comment dans ce cas-là ? Aujourd'hui, l'État d'Israël est un État qui lutte concrètement sur le terrain et qui lutte pour expliquer pourquoi il le fait. Je ne me souviens pas que lors des événements du 11 septembre, quelque chose de similaire ait eu lieu, ou lors d'autres événements où on attaque sur le champ le pays qui se défend. Nous sommes sans cesse en train de donner des explications. Actuellement, en Israël, chaque soldat est équipé d'une caméra. Tout est documenté. Ces renseignements opérationnels nous permettent d'agir mieux. Il y a 2,5 millions d'habitants à Gaza. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas porter atteinte à des personnes non impliquées. Nous sommes une armée morale, et peu importe ce que l'on clame dans le monde, la vérité est une. Et quand on parle d'une guerre du renseignement, il faut comprendre que la guerre du renseignement aide l'État d'Israël à frapper uniquement ceux qui doivent l'être, et non pas ceux qui ne le doivent pas. Et nous avons ici affaire à un ennemi qui se sert de boucliers humains, d'enfants, de personnes âgées, etc. Grâce au renseignement, nous parvenons à le montrer au monde entier, à déjouer de fausses accusations. Nous montrons au monde entier ces renseignements positifs. Maintenant, pour revenir à votre question, comme mon collègue l'a indiqué au cours des premières heures, on réalise que nous sommes véritablement en train de vivre un événement apocalyptique, comme dans des films, avec des terroristes de partout, avec des zombies, des personnes hagardes, des incendies, etc. Mais on ne comprend pas encore l'étendue de l'événement. Tous ceux qui, munis d'une arme, se sont précipités dans le sud, étaient persuadés au début qu'il s'agissait de 5 ou 10 terroristes. Personne n'a compris l'ampleur de l'événement. Ce n'est que vers 8h30 ou 9h30 du matin que nous avons réalisé de quoi il s'agissait. Quand nous avons découvert ce qui s'était passé, les gens ont durement réagi. Évanouissement, vomissement, les gens se sont véritablement arrachés les cheveux, étaient en pleurs, anéantis. Mais l'équipe la plus endurcie, disons la plus expérimentée, a immédiatement compris que ce n'est pas quelque chose qui allait se terminer en montrant quelques images, mais qu'il allait falloir nous ressaisir et se mettre dans l'esprit d'un chirurgien qui est en train d'opérer quelqu'un sur le terrain après un attentat et qui ne peut pas se permettre de s'évanouir. Il doit soigner son patient, le sauver. Il ne peut pas s'évanouir, c'est lui le chirurgien, c'est son rôle. C'est donc à nous de capturer ces images, les utiliser pour en faire des vidéos et les montrer, que ce soit à des présidents à travers le monde, à l'ONU, à des journalistes, à des ambassadeurs. Pour nous, c'est une course contre la montre. L'État d'Israël est un pays moral, qui a des valeurs, un pays démocratique. Nous ne faisons pas appel à des fake news. Nous ne faisons pas appel à des mensonges. Nous utilisons des preuves authentiques. Nous vérifions, nous investiguons et nous montrons cela au monde entier. L'une des difficultés et l'un des challenges que nous devons surmonter, c'est l'ennemi. Il ne possède aucune valeur, aucune morale et il ment. Il nous a fallu faire face à des quantités incroyables d'images pour prouver et extraire ces manipulations d'informations dont on nous accuse et sans attendre, les dégager, les monter et veiller à ce que tous ceux qui doivent obtenir ces images les obtiennent, qu'il s'agisse de journalistes du monde entier, d'émissaires, d'ambassadeurs, etc. Il existe une guerre cinétique, conventionnelle, et une guerre cybernétique, une guerre menée contre l'antisémitisme dans le monde. Et il y a aussi une véritable guerre, des plus ardues, contre la manipulation d'informations dont fait l'objet l'État d'Israël. Et très rapidement, on comprend que nous n'allons pas nous coucher de sitôt, qu'il nous faut travailler sans relâche.
Nous allons vaincre, on s'en sortira. Nous avons connu des choses très difficiles, nous surmonterons également cela. Am Israël Chai, le peuple juif vivra et est éternel, et tous ces clichés sont tout à fait vrais.